eu ces problèmes-là, c'est la faute de l'école. Donc déduction logique, c'est si l'école est le problème, elle est aussi la solution. L'éducation, c'est l'un de ces domaines où absolument tout le monde a un avis. On a cette possibilité de l'éducation populaire gratuite pour tous, 24 heures sur 24, permanente, qui est formidable, toute la science à portée de clic, mais est-ce qu'on s'en saisit correctement? Et pour moi, c'est aussi ça le rôle de l'école et des adultes. Puzzle, un podcast du service recherche de l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France. Épisode 9, le passager clandestin. Avec ses cartes, ses schémas, ses tableaux, la géographie vise à nous permettre de comprendre le monde qui nous entoure. Mais nous sommes nombreuses et nombreux à avoir pourtant des difficultés à nous approprier ce que la géographie apporte. On se souvient toutes et tous, ou presque, d'une leçon de géographie qui nous a semblé lointaine et déconnectée de nous, de notre environnement, de notre réalité et de notre vécu. Alors comment un lien peut-il être tissé ou recréé entre la géographie et nous ? Comment peut-on penser différemment l'enseignement de la géographie pour la rapprocher de nous et lui permettre ainsi de prendre sens ? Ce sont ces questionnements que nous évoquerons avec Sylvie Considère, maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches en didactique de la géographie au laboratoire CIREL, équipe Théodile de l'Université de Lille, et enseignante à l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France sur le site de Villeneuve d'Ascq. Bonjour Sylvie. Bonjour Florène. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la géographie ? Comment on la définit ? Alors tu l'as dit déjà, tu as commencé, tu as dit la géographie, ça sert à comprendre le monde dans lequel on vit. Et bien c'est exactement ça. Pourtant, la géographie souffre de son étymologie, on va dire. Elle vient du grec qui signifie écriture de la terre. Et du coup, la géographie s'est longtemps limitée à une simple description du monde. Or, elle est chargée de répondre à la question « où ». Aujourd'hui, la géographie participe, en interaction avec d'autres sciences, à la tentative commune d'explication du monde dans lequel on est et des faits sociaux. Donc la géographie doit parler du monde dans lequel on vit pour raconter quelque chose du monde. C'est une histoire qui se raconte autrement, pas avec des textes, avec des cartes, avec des schémas, avec des symboles. Et donc c'est un langage spécifique qu'il faut apprendre à décrypter et à maîtriser. Alors en tant que discipline scolaire, la géographie, elle est restée une discipline très descriptive. Quand tu disais, on a tous le souvenir d'une séance de géographie presque oubliée. Elle est fondée, cette séance-là, sur des études de cas. Donc on fait des exemples qui sont empilés les uns sur les autres, auxquels les élèves ne comprennent pas grand-chose, ou presque, et c'est bien dommage. Mais on se rend compte que quand le récit s'invite dans la géographie, et que, alors les élèves, mais nous aussi, on raconte quelque chose du monde, alors le monde prend de l'intérêt, et les notions de géographie commencent à devenir intéressantes. C'est pour ça qu'on peut dire, le récit, c'est un passager qui ne dit pas son nom, passager clandestin, de toutes les séances de géographie. À partir de ça, à quoi toi tu t'intéresses ? Qu'est-ce que tu investigues plus particulièrement ? Alors, puisque la géographie, c'est le récit du monde, et qui vient de ce que l'on y vit, je me suis dit qu'il était intéressant de partir de ce que les élèves en savent. Et donc, j'ai convoqué la notion de représentation sociale, qu'on va pouvoir expliquer, et j'essaye de m'appuyer sur le vécu des élèves et l'impact que ça peut avoir sur leurs apprentissages. Donc, on a l'idée, alors cette idée de représentation sociale et de première conception du monde qu'ont les élèves, ça vient de la didactique des sciences, qui a déjà bien exploré ça. Pour eux, les représentations des élèves constituent souvent des obstacles aux apprentissages. D'accord. Donc j'ai essayé de tester, est-ce qu'en géographie, on avait aussi des obstacles à l'apprentissage ? Et je me suis rendu compte que, comme le monde dans lequel on vit, on le regarde, il nous est extérieur, à contrario des sciences, où ce dont on parle est intérieur. Quand on parle de la respiration, on ne sait pas en dire grand-chose. Et en géographie, on peut dire les choses qu'on voit. Et donc, on a moins d'obstacles à l'apprentissage en géographie. Et du coup, on a plus de leviers d'apprentissage en s'appuyant sur le monde qui nous entoure. Un exemple qui est que je vais aller chercher dans le passé.
il y a longtemps, quand je faisais ma thèse, je travaillais avec des élèves et j'ai eu une question qui m'a interrogée. Et un élève du CM1 m'a dit un jour, mais alors, comment ça vient une ville? Et je me suis dit, là, on est devant une question importante pour un géographe, surtout pour un apprentissage en géographie. Cet élève-là, il était en train de me poser la question de l'histoire de l'organisation urbaine. Donc je me suis dit, il fallait trouver une manière de lui répondre. Et je ne voulais pas lui faire un cours avec des documents, une étude de cas sur une ville, avec des paysages, des cartes, etc. Donc je me suis dit qu'il fallait, pour répondre à cet enfant, inventer un lieu inhabité et puis le mettre en situation de l'habiter au sens de se l'approprier. Et comme un élève, ça ne suffit pas en général, on a pris tous les autres et on a fait une classe. Et on a imaginé un jeu, alors je l'ai appelé un jeu de rôle pour construire une mini-ville, ou une ville en carton, comme on veut. Et je leur ai donné des petites boîtes d'allumettes en leur disant c'est votre cabane. Et on a imaginé un site, un lieu avec du carton peint sur lequel on allait poser sa cabane. Et je leur ai dit on va remonter le temps jusqu'à arriver au moment où il n'y avait personne. Leur imagination fait le reste et donc c'est assez facile. Donc chaque fois qu'il y en a un qui posait sa boîte, il disait moi je me mets là parce que je suis chasseur, moi je me mets là parce que je suis pêcheur, moi je me mets là, etc. Et en les amenant à poser des petites boîtes comme ça, avec des raisons géographiques, des raisons qui viennent des actions, on finit par passer les époques, les hommes préhistoriques, les Romains, les Gaulois, etc., jusqu'à l'époque contemporaine. Macro, les historiens m'en voudront un peu, mais on fait les choses comme ça. Et on se retrouve avec une ville en carton. Et cette ville en carton, elle possède un centre, une périphérie, des lignes en papier qui figurent des voies de circulation. Au centre, on a la place du marché, on a des services. Et petit à petit, ils comprennent comme ça. Et c'est ce que j'appelle une proto-notion de ville. C'est-à-dire une petite idée qui fonctionne encore pas tout à fait bien, mais qui leur donne un premier pas, une première marche, une première base. Et du coup, cette proto-notion, on va l'utiliser, puisque les notions, ça sert à penser. Donc on en a une qui n'est pas tout à fait opérante, mais qui est déjà utile. Et donc c'est avec ça qu'on va étudier des documents de géographie pour y repérer un centre-ville, une périphérie, des services, des voies de circulation, etc. Est-ce que tu pourrais du coup nous expliquer plus concrètement pourquoi et comment le vécu des élèves et leur représentation du monde dont tu parles peut être vraiment un terreau fertile à l'apprentissage et à l'appropriation des notions? Comment tu passes du coup de proto-notions au reste? Alors, c'est l'histoire de toutes mes recherches, ça, en me disant... Une très grosse question. Voilà, une très grosse question, mais qui continue à me passionner, même si j'ai bientôt terminé. On a un processus logique. Alors, en recherche, on se place tout le temps, toujours sur des références théoriques. On construit un cadre théorique. Donc, le cadre théorique sur lequel je m'appuie, c'est l'idée qui dit que les représentations du monde sont des théories naïves que chacun se construit. Et là, je vais chercher ça du côté de la sociologie, du côté de la psychologie cognitive. Donc, c'est pas de la géographie. Ils ont développé ça. On citera Denis Jodelet, Osterge Moscovici, Flamand, De Pau. Enfin, il y a plein d'auteurs qui ont vraiment bien travaillé ça. Et quand on écoute les élèves sur leurs représentations naïves, on se rend compte qu'ils les expriment dans un vocabulaire qui est à eux. Un vocabulaire un peu de travers, un vocabulaire maladroit, avec leurs mots à eux. Mais pour autant, ça fabrique un matériau, ça. Donc on se dit, ce matériau fragile, il constitue des théories naïves. Ce qui m'intéresse, c'est le mot théorie. Ça veut dire que si les élèves se fabriquent des théories naïves et que les scientifiques se fabriquent des théories savantes, on a une communauté de nature entre les deux. Et donc, on peut tisser un passage entre le naïf et le savant. Et moi, je vois la didactique à cet endroit-là, l'endroit où on tisse les choses. Et partir de ce que les élèves savent déjà m'intéresse particulièrement. Et donc, mes recherches ont porté sur comment on s'y prend, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les élèves expriment des savoirs naïfs, comment on traite ces savoirs naïfs pour en faire des proto-notions, comment on utilise les proto-notions pour avancer vers du savoir, alors on va dire scolaire, pas encore scientifique, mais on est sur le chemin. Donc, des proto-notions concepts, on pourrait dire.
Est-ce que tu peux du coup nous donner un exemple de ce à quoi peut ressembler une proto-notion dans le vocabulaire et comment elle évolue en théorie savante, scientifique? On va reprendre l'exemple de la ville en carton. On a fini notre jeu et on a une maquette. Donc cette maquette, elle figure elle localise des lieux qui pour les élèves sont des lieux très singuliers. C'est ma maison, ma place du marché, l'endroit où je cultive mes carottes, l'endroit où je vais faire la chasse. Ils ont construit un récit là autour. Cette maquette associée à tous ces échanges langagiers, c'est la proto-notion de ville. Une ville, alors, ça pourrait être comme ça. Et on l'a sous les yeux. Maintenant, on va regarder ce qu'eux appellent une vraie ville. Parce qu'ils savent faire la différence. Et donc, on va regarder notre vraie ville. Donc, on étudie un paysage ou on étudie une carte. Et là, ils vont aller d'emblée chercher des solutions à leurs questions, des réponses. Où est le centre ? Le centre est là. C'est là, comme sur notre maquette, où il est le plus dense. C'est là où on a mis la Grand Place. C'est là où on a mis la mairie. C'est là où on a mis un certain nombre de services, la santé par exemple, ou l'éducation. Et donc ça, j'appelle ça une proto-notion au sens où ils comparent leur maquette, ce qu'ils avaient compris de la ville avec leur maquette, avec un document de géographie qui commence à lire, et là on peut amener la notion. C'est la notion de centralité, de périphérie, d'accessibilité, de desserte, etc. Et là j'emploie des termes qui sont plus tout à fait du vocabulaire quotidien. Alors, ce passage des mots du quotidien à des mots spécifiques, ou plus scientifiques, il se passe dans un ensemble d'échanges langagiers où les élèves, entre guillemets, tournent autour du pot pour essayer d'avancer dans la définition. Et ce processus-là, on l'appelle la secondarisation. Passage d'un vocabulaire premier à un vocabulaire second, le vocabulaire second étant plus outillé en termes notionnels. Donc on pourrait appeler ça le texte disciplinaire ou le texte de la trace écrite. Le résumé de géographie immobilise un vocabulaire qui ne devrait pas être quotidien, qui devrait être plutôt de géographie. Moi, ce que je me disais en t'écoutant, c'est que la difficulté, c'est qu'il y a certaines notions de géographie qui ont l'air d'être secondarisées, là, comme tu dis, qui sont de théorie savante, qui correspondent aussi à du vocabulaire courant. Alors du coup, parfois, c'est... Et ben voilà, c'est notre problème en géographie. On a des mots, beaucoup de termes, qui ont un sens particulier dans le vocabulaire commun et qui ont un autre sens dans le vocabulaire géographique. On va prendre habiter. Tout le monde sait ce que veut dire habiter. En géographie, habiter, c'est s'approprier un espace pour y développer les fonctions qui nous sont nécessaires. Je ne pense pas que dans le vocabulaire quotidien, on y mette tout ça. Mais on vit tout ça dans le vocabulaire quotidien. On a la notion de paysage. Alors le paysage, il a été approprié par tout le monde. On parle même de paysage audiovisuel. Donc, ce qui ne correspond absolument pas au paysage de la géographie. On a des notions plus spécifiques, mais qui viennent pas tout à fait de la géographie. Je pense à mondialisation, importation, exportation. À la limite, avec des élèves, il vaut mieux avoir ces notions-là à travailler, parce qu'elles sont dotées d'un terme qui n'appartient pas à leur vocabulaire quotidien, et qui donc leur permet de faire plus vite la différence. Tu as évoqué dans ton échange précédent le fait qu'il y avait un appui pour toi sur les sciences cognitives notamment. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Comment ça est venu nourrir tes recherches, ces apports d'autres disciplines, notamment autour des représentations sociales qui sont des sortes de grilles de lecture du monde ? Alors, une représentation, si je m'en tiens aux références théoriques dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une construction que chacun se fabrique tout seul, il n'a pas besoin de beaucoup d'autres choses, pour trouver une intelligibilité à ce qu'il voit du monde. Dans les références à Denis Schuldeley, par exemple, on voit que les représentations, elles construisent les opinions qu'on a sur le monde et sur les autres. Alors, ça explique qu'il y a tellement de théories particulières sur le monde qui sont farfelues.
Et il y a des gens qui croient ça. Ces théories naïves, ces représentations sociales, elles circulent dans des groupes sociaux. Donc elles se construisent avec ce qu'on entend dire de nos parents, nos amis, nos pères, des courants d'information qui nous sont particulièrement intéressants pour nous et que pour d'autres, on trouverait que c'est tout à fait farfelu, voire mensonger. Et donc, on a notre propre intelligibilité du monde. C'est ce qui nous fait tenir debout, entre guillemets. Si on n'a plus de manière de construire notre idée du monde, ça nous fait tomber. Ça a de l'intérêt, ça, parce que si on bouscule les représentations initiales des élèves, on les met en déséquilibre. Et donc, si on les met en déséquilibre, ils refusent. C'est très désagréable d'être en déséquilibre. Donc, il faut manipuler ça tout doucement pour arriver à changer de représentation. Je vais citer une collègue, Nicole Tutio-Guillon, qui a écrit quelques ouvrages intéressants, et notamment didactiques de l'histoire géo, pour ce qui la concerne, et qui dit « Apprendre, c'est changer de représentation ». Et moi, je trouve ça très intéressant, parce que je me suis construit une première intelligibilité du monde avec ce que j'avais sous la main, mes expériences vécues, ce qu'on m'a dit, etc. Et puis il y a l'école qui va nourrir mes représentations, qui va les modifier, qui va me faire comprendre que j'étais peut-être pas dans la bonne idée du monde, peut-être qu'il peut y en avoir une autre, et je vais progresser. Et donc l'école en ça, je la trouve intéressante, parce qu'elle permettra de construire une grille de lecture du monde qui soit outillée par des notions qui ont été construites de manière scientifique. Et dans le processus que tu nous as décrit, donc depuis tout à l'heure, on parle de faire dire aux élèves, de nous appuyer sur leurs mots, mais c'est pas si simple. Comment est-ce qu'on peut travailler ça ? Ça peut être aussi déstabilisant pour les enseignants, enseignantes, acteurs éducatifs. Oui, parler pour dire quoi en fait ? C'est ça. Alors, il y a plein de séances de géographie, alors d'autres disciplines, pour ce qui concerne les visites de classe que je peux faire, qui commencent par une petite discussion sympathique sur le sujet. Exprimer les représentations qu'on a sur le monde, c'est pas une petite discussion. C'est quelque chose de sérieux. C'est le moment où les élèves expriment leur première grille de lecture et c'est le moment où l'enseignant les prend au sérieux. C'est important. Ça fabrique un matériau sur lequel on va travailler. Donc, alors, ça demande un doigté, une compétence pour l'enseignant, c'est-à-dire de faire parler ses élèves sans autoriser les digressions, les hors-sujets, etc. Donc ça vient, on y reviendra tout à l'heure, de la consigne qu'on met en évidence, enfin qu'on leur propose au départ. Donc ils vont exprimer un certain nombre de choses en lien avec le sujet que l'enseignant veut traiter. Alors les sujets qui sont mis en place, c'est forcément en lien avec le programme. L'enseignant, il ne peut pas chercher des choses qui sont intéressantes pour lui ou pour sa classe, mais qui ne seraient pas dans le programme. Enfin, en tout cas, dans mon expérience de formatrice à l'INSP, ce n'est pas ce que je dis à mes étudiants. Donc, on va commencer sur le travail qu'on a. Si on doit travailler sur les outils du géographe, c'est en général une des premières séances du cycle 3, et qu'on travaille sur le paysage. On peut leur demander comment tu définis le paysage. Et ils vont dire des choses. Le paysage, tout le monde sait ce que c'est. Si on est sur un thème autour de habiter, alors habiter la ville, c'est un thème du CM1 par exemple, on peut leur demander, on va prendre notre quartier comme exemple, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quartier ? Ils vont pouvoir répondre. Et donc ces réponses des élèves, il va falloir les traiter, donc les récolter au sens où si c'est de l'oral, il ne faut pas que l'oral s'envole. C'est-à-dire qu'en fait, on n'y pense plus. Il faut parler, mais prendre des notes, en gros, laisser des traces. Alors les traces, il y a plein de manières de le faire. Soit on peut leur demander d'écrire des mots-clés sur leur cahier, ou on peut leur demander d'y réfléchir, et puis de donner ça à l'oral, et l'enseignant va pouvoir écrire au tableau. Si on écrit au tableau en vrac, ça ne sert à rien. Donc il va falloir passer, déjà à ce moment-là, dans les premières phases de l'opération de secondarisation, qui passe par une catégorisation de ce que disent les élèves. Qu'est-ce que ça suscite, selon toi, chez les élèves de pouvoir partir de leur représentation et de leur vécu ? Qu'est-ce que ça fait, ce changement de posture, finalement ?
Alors, cette ouverture d'un espace de parole complètement personnel, puisqu'il ne s'agit pas de répondre à une question spécifique de l'enseignant, mais qu'est-ce que tu penses d'eux, qu'est-ce que tu sais déjà d'eux, ça permet d'abord à l'enfant de prendre conscience qu'il sait quelque chose. Prendre conscience que, je ne sais pas moi, l'agriculture, alors pour la campagne par exemple, il en a déjà quelques idées. Oui, ça renvoie à quelque chose. Et ça permet aussi de lui montrer que ces idées-là, qui ont été construites ailleurs qu'à l'école, elles peuvent entrer en classe. Et que du coup, alors en géo, on appelle ça leur géographicité, c'est-à-dire leur manière d'être dans le monde dans lequel ils sont et leur manière de l'habiter, ce monde. Donc, qui est personnel en fonction de où ils vivent, ce qu'ils font, etc. Ça a de l'intérêt pour l'école. Et c'est très riche comme matériau en plus. Et la deuxième chose, c'est qu'en exprimant leurs premières idées, ils expriment le fait que chacun d'entre eux, dans une classe, a une idée un peu particulière, mais que quelques-uns ont des idées qui peuvent se ressembler. Et ça crée l'idée d'un groupe qui s'empare d'un sujet. On va ensemble travailler sur. Ça change les choses au sens où c'est plus l'enseignant qui décide de quoi on va parler. Alors, il décide quand même, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il était dans le programme et qu'il n'a pas tous les sujets possibles. Mais ceci étant, il y a des enseignants qui répondent facilement, qui prennent en compte facilement les questionnements des élèves. Et donc, on va s'emparer de ce sujet-là ensemble, et on va le traiter ensemble. Et dans mes protocoles de travail, il y a toujours une phase où ensemble, on se pose des questions. On essaye de savoir en quoi ce serait utile de travailler sur la ville, l'agriculture, les usines, etc. Tous les sujets qui sont en géographie. Donc, en gros, quand on exprime chacun une idée et que l'enseignant met cette idée au tableau, il la rend intéressante pour tous. Quand on catégorise les idées, on se rend compte qu'on peut les ranger. Et ce rangement va nous permettre de savoir, de voir ce que j'appelle, moi, une carte générale du sujet. Mais je reviendrai peut-être avec un exemple plus précis tout à l'heure. Merci beaucoup, Sylvie. La géographie, une histoire qui se raconte autrement. Voilà ce que je retiens de cet échange. Nous avons en effet vu dans cet épisode que le vécu et par extension le récit sont des éléments constitutifs de ce qu'est la géographie, mais sont aussi des pistes pour mieux se l'approprier et la comprendre. Nous découvrirons dans un second épisode la façon dont on peut effectivement s'appuyer sur le vécu des personnes, des élèves, pour donner sens à la géographie et permettre son apprentissage. Et ce, grâce aux travaux de recherche menés par Sylvie Considère. On espère que cet épisode vous a plu et vous a intéressé. Vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources évoquées pour aller plus loin sur le site internet de l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France, rubrique recherche. À bientôt.